Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous les jeudis de l'agro dédié cet après-midi au marché mexicain de l'agroalimentaire. Merci à tous nos intervenants nombreux et intervenantes en nombre cet après-midi avec nous pour partager leur expérience. Bonjour Alexandre, Raphaël, Stéphanie, Rosario, Jérôme. Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Pour commencer ce webinaire, j'aimerais remercier nos deux partenaires qui nous accompagnent depuis le début de l'année sur tous ces jeudis de l'agro. Ces deux partenaires, c'est Produits en Bretagne et la BEA. Merci donc à nos deux partenaires de nous accompagner et de relayer l'information sur ces webinaires à tous leurs membres. Comme d'habitude, ce webinaire se veut interactif. N'hésitez pas à prendre la parole tout au long du déroulé de cette présentation. On n'attendra pas la fin pour un temps de questions-réponses. Il nous paraît beaucoup plus pertinent de cueillir vos questions au fur et à mesure qu'elles arrivent et puis on y répondra en direct. Donc surtout, n'hésitez pas à prendre la parole, soit en écrivant vos questions avec le petit module questions-réponses que vous propose Zoom dans le bas de votre écran ou dans le haut d'ailleurs, ou alors demandez simplement à ce que j'active vos micros pour prendre la parole. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Je ne vais pas m'étendre sur la présentation de BCI. Vous nous connaissez toutes et tous déjà pour la plupart. Avant de vous parler très brièvement de points essentiels que l'on vous propose à BCI, donc je vais vous donner les noms de nos intervenants de cet après-midi. Donc Raphaël qui travaille à la CCI France-Mexique. La CCI France-Mexique est l'un de nos prestataires agréés sur le Mexique. Bonjour à toi Raphaël et merci. Bonjour, merci pour votre invitation. Ensuite, nous accueillons aussi Alexandre Goudier, qui est directeur chez Fralmex. Bonjour Alexandre. Bonjour à toutes et à tous. Merci à vous pour votre présence. Ensuite, nous avons avec nous trois personnes du cabinet RGRH, Francisco, Stéphanie et Rosario. Bonjour à tous les trois. Merci à vous aussi de nous dédier du temps et de partager votre expérience. Et puis enfin, j'accueille Jérôme Bonjour à Molinier. tous. Bonjour à vous. Et bonjour Jérôme. Jérôme va partager son expérience en tant qu'entrepreneur breton. Jérôme va partager avec nous son expérience sur le Mexique et Jérôme fait partie de la société Carcia. Bonjour Jérôme. Bonjour et enchanté. Avec plaisir pour partager. Merci beaucoup. Donc BCI, vous nous connaissez toutes et tous pour la plupart. Je vais passer sur la première petite vidéo. Je préfère qu'on garde le temps précieux de cet après-midi pour rentrer dans le vif du sujet. Juste très brièvement, vous rappelez les essentiels. Donc, nous sommes une association composée de plus de 1000 adhérents aujourd'hui, association financée par le Conseil régional de Bretagne et la CCI Bretagne. Nous sommes à votre entière disposition pour vous accompagner dans votre développement commercial à l'international, pour vous sensibiliser, vous informer et vous accompagner sous différents types de prestations que vous retrouverez ici dans les différents slides qui seront joints à la présentation. Je vais m'attarder en revanche sur cette petite vidéo qui dure 4 minutes. Je vous remercie par avance pour votre attention. Cette petite vidéo vous présente tous les nouveaux outils numériques qui sont à votre disposition en tant qu'adhérent de BCI principalement, mais aussi quelques outils ouverts à toute société bretonne, même les non-adhérents. Je vous remercie par avance pour votre attention. Pour accompagner la croissance des entreprises bretonnes à l'international, BCI accélère sa transition numérique en faisant évoluer son site web. Dès la page d'accueil, accédez aux dernières actualités du commerce international et à l'ensemble des ressources développées pour vous par BCI. Découvrez nos solutions et services sur mesure, adaptés à chaque étape de votre développement international. Parcourez l'agenda. Découvrez l'ensemble de nos événements. Et inscrivez-vous directement en ligne. Profitez de nos outils numériques conçus pour répondre à vos besoins concrets et simples d'utilisation. Ils sont une aide précieuse pour optimiser votre export.
Gagnez du temps avec BCI Info, le service de veille et d'information. Accédez à nos dossiers thématiques, concentrés d'informations en lien avec l'actualité. Complétez votre veille marché avec des centaines d'articles récents, sélectionnés, qualifiés et classés par secteur et zone géographique. Consultez l'information technique et réglementaire de référence, vérifiée et mise à jour en continu pour vos opérations export. Pour aborder de nouveaux marchés ou analyser vos pays cibles, accédez à nos synthèses marchés et ces données approfondies. Alimentez votre ciblage et votre prospection en vous appuyant sur notre base de données d'entreprises et d'organismes étrangers. Adhérents, BCI simplifie vos démarches RH avec la CVTech. Consultez les CV de candidats aux profils internationaux. Publiez vos offres d'emploi. Avec Business to Students, entrez en relation avec des étudiants bretons pour des stages, études ou projets tutorés. Chef d'entreprise adhérente, accédez à BCI Connect, le réseau de mise en relation en toute confidentialité de dirigeant à dirigeant. Vous avez une problématique d'ordre stratégique et souhaitez un retour d'expérience ? Sélectionnez vos critères de recherche et contactez des dirigeants bretons référents souhaitant partager leur expérience. Votre entreprise est adhérente à BCI, créez votre espace personnel, retrouvez tous nos outils et pour faciliter vos recherches, créez vos alertes et ajoutez des articles en favoris. BCI innove avec Suppliers from Bretagne, la plateforme de promotion des entreprises adhérentes auprès d'acheteurs étrangers. Présentez vos produits et services, gagnez en visibilité, entrez en relation avec des acheteurs, distributeurs et importateurs internationaux. Catalogue en ligne du savoir-faire des entreprises bretonnes, Suppliers from Bretagne s'appuiera sur le réseau international de BCI pour étendre sa diffusion et générer des opportunités d'affaires. Enfin, pour attirer de nouveaux projets en Bretagne, le service de prospection et accompagnement des investisseurs étrangers, Invest in Bretagne, fait évoluer son site web. Valorisation de la dynamique économique et des secteurs d'activité, mise en avant des atouts de l'écosystème et des grands projets bretons. N'attendez plus, rendez-vous sur www.bretagnecommerceinternational.com et exportez. Pour accompagner. Voilà, en complément de toutes ces informations sur les outils numériques, dernière petite chose importante dont j'aimerais vous parler, c'est de l'Open de l'International. Vous pouvez d'ores et déjà noter dans vos agendas le lundi 4 juillet 2022, dans cet événement que l'on organise donc, ce sera là, depuis 9 ans déjà, on fêtera les 10 ans l'année prochaine. Vous connaissez tous cet événement, on a l'habitude de dire que c'est l'occasion pour vous, entreprise bretonne, de faire le tour du monde en une journée. C'est effectivement l'opportunité durant cette journée de rencontrer nos prestataires agréés à l'étranger qui viennent exclusivement en Bretagne à votre rencontre pour cette journée. Vous pouvez aussi solliciter donc des rendez-vous B2B, soit avec les prestataires agréés à l'étranger, soit avec d'autres entreprises bretonnes et des partenaires qui sont à votre service aussi pour vous accompagner dans votre développement à l'international. L'Open, c'est aussi des ateliers d'information, des focus pays, des retours d'expérience, des bonnes pratiques et retour au présentiel oblige. On réinstaure le village des partenaires
des mini-stands sur lesquels vous pourrez retrouver donc tous vos principaux interlocuteurs qui sont à votre disposition et à votre écoute pour vous aider dans votre développement à l'international. Donc, surtout, notez bien dans vos agendas, lundi 4 juillet 2022, l'Open pour ce 10e anniversaire se déroulera vraisemblablement à Saint-Brieuc. On vous confirmera tout ça par une invitation que vous recevrez toutes et tous le moment venu. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet désormais. Alors, pourquoi le Mexique? Pourquoi un jeudi de l'agro sur le Mexique? Eh bien, comme vous le savez, le Mexique, aux côtés du Brésil, de l'Argentine et du Chili, c'est l'une des principales puissances agroalimentaires d'Amérique latine. Le Mexique est un pays producteur et exportateur, c'est vrai, bénéficiant d'ailleurs de la proximité du plus grand marché de consommation au monde que sont les États-Unis. Mais nous verrons aussi au travers de ce webinaire que vous avez des cartes à jouer. Parce que le pays a un grand besoin de techniques, d'équipements, d'ingrédients innovants pour maintenir et développer sa compétitivité sur les marchés internationaux qui sont de plus en plus exigeants. Et aussi parce que, vous allez le voir, la classe moyenne montante mexicaine est de plus en plus consommatrice et demandeuse de produits gourmets importés, et en particulier de produits importés d'Europe et de France. Donc, si on ajoute à tout ça des avantages offerts, on va en parler aussi, par le traité de libre-échange avec l'Union européenne, eh bien, on obtient un marché relativement attractif quand même pour les entreprises bretonnes qui souhaitent faire affaire avec le Mexique. Donc, on va développer toutes ces différentes facettes au cours de ce webinaire en abordant sept grands points. Tout d'abord, Raphaël, donc de la Chambre de commerce France-Mexique, va nous faire une présentation du marché, un panorama général du marché agroalimentaire au Mexique. Ensuite, Alexandre prendra aussi la parole pour nous donner quelques expertises sur le marché agro et quelques recommandations stratégiques. Nous redonnerons la parole à Raphaël pour qu'il nous parle des opportunités pour les produits français. Ensuite, grâce au cabinet RGRH, on va parler de tout ce qui est technique réglementaire. Comment importer au Mexique des produits français, les choses à faire, à ne pas faire, comment bien commercialiser des produits au Mexique. On verra aussi quelques aspects fiscaux de la vente de marchandises au Mexique pour les entreprises françaises. Donc, toute cette partie que l'on appelle communément technique et réglementaire sera traitée par le cabinet RGRH. Et puis enfin, nous clôturerons ce webinaire avec le témoignage, comme on l'a dit en introduction, avec le témoignage de Jérôme, Société Quercia, qui va nous faire un retour de son expérience sur le marché mexicain. Donc, merci encore une fois à toutes et tous pour votre partage de cet après-midi. On attaque avec le premier point. Je vais te laisser la parole, Raphaël, pour le panorama général du marché. Merci Karen, bonjour à toutes et à tous. Donc Raphaël Muel, donc responsable service appui aux entreprises au sein de la Chambre de commerce franco-mexicaine. La Chambre de commerce, très rapidement, donc elle a 139 ans d'existence. Nous sommes à peu près 500 membres et nous sommes présents donc à la ville de Mexico, mais également dans le Querétaro, au niveau du Bajío, qui est un bassin industriel, et dans le nord du pays, à Monterrey. Donc, rapidement, je voulais également vous présenter un programme que l'on vient de mettre en place, dont Alexandre Goudier fait partie en tant qu'expert agro-industrie. Donc, on a mis à disposition des commerciaux à temps partagé, seniors, qui ont minimum 10 ans d'expérience en business development et qui ont une expérience confirmée sur le marché mexicain. Donc, voici les descriptions du service, donc classique, prospection, interface commerciale et promotion. Les bénéfices de ce programme, donc cela vous permet donc d'être adaptable au budget de l'entreprise, une mise à disposition sans démarche administrative, donc cela permet d'être opérationnel donc immédiatement avec une mise en œuvre rapide de la stratégie commerciale. Voilà, donc la Chambre vous accompagne de la prospection à l'implantation avec plusieurs services également d'implantation.
Maintenant, sur le Mexique, voilà, donc le Mexique, comme disait Karen, donc un gros marché intérieur avec une frontière avec les États-Unis de presque de 5000 kilomètres, avec voilà, plusieurs écosystèmes. Je vais vous présenter plus en détail les différents atouts de ce pays en matière économique. Donc, le Mexique, c'est la 15e puissance mondiale. Les prévisions sont, selon le FMI, prévoit donc 7e puissance mondiale dans environ 2050. Donc, c'est la 2e économie d'Amérique latine. Le premier partenaire commercial des États-Unis récemment, puisque à la suite de la guerre commerciale avec la Chine, donc le Mexique est redevenu le premier partenaire commercial. Donc, c'est une économie très intégrée au commerce international, un membre du G20, OCDE, OMC. C'est la première puissance d'exportation d'Amérique latine, donc membre du TELEC. Donc, le Mexique est réellement un tremplin également pour attaquer le marché US, ce qui n'est pas rien. Je vous parlerai un peu plus tard de la modernisation de l'accord commercial UE-Mexique, principalement pour les produits agro, et un écosystème tech également entrepreneurial en plein essor avec quatre licornes. Donc, des licornes, c'est des entreprises qui sont valorisées à plus d'1 milliard de dollars. Les indicateurs de croissance, pour que vous ayez une idée, le Mexique a connu une énorme récession suite à la pandémie, avec un taux de croissance négatif de 8,2, mais repart de plus belle, hein, à l'instar des États-Unis, avec des prévisions plutôt positives, donc 2021 5% et 2022 3%. La répartition de l'activité économique par secteur, donc vous pouvez voir au niveau de l'agriculture. Je ne vais pas vous présenter les secteurs, les grands secteurs porteurs au-delà de l'activité agricole, mais voilà, un gros tissu industriel au Mexique, hein, auto, aéronautique, c'est une grande puissance minière également et pétrolière, et bien sûr le tourisme, c'est un gros hub touristique, hein, au niveau de la péninsule, et également la santé qui est un secteur porteur. Voilà, donc sur les marchés de consommation, je voulais vous donner quelques chiffres. Donc c'est un gros marché intérieur, hein, 130,5 millions d'habitants. C'est quand même le 10e pays le plus peuplé au monde, avec un âge médian donc de 27 ans, très urbanisé. Les revenus courants, voilà, vous pouvez voir, 757 €, 638 € de consommation mensuelle par foyer. Je voulais aussi vous donner quelques chiffres au niveau des profils des marchés, puisque on a 20% de la population mexicaine, donc c'est 25 millions d'habitants qui achètent des produits importés et sensibles à l'image de marque. On a aussi beaucoup de touristes internationaux au Mexique, puisque c'est le 6e pays le plus visité au monde, donc 43,3 millions de touristes étrangers en moyenne, hein, avec une dépense de 765 € de dépenses en moyenne, et une communauté également étrangère au Mexique qui est relativement importante, avec 1 million de résidents étrangers, dont 70% originaires des États-Unis et 0,8% de France. Donc, sur les produits premium et destinés donc à des populations aisées et américaines, ça peut être également intéressant. Donc, à ne pas négliger. Voilà, donc là, je voulais vous donner des chiffres sur le secteur agro, donc le secteur primaire, hein. Secteur agro-industriel, c'est 4,5% du PIB, avec des gros groupes agro-industriels, dont quelques-uns qui sont présents également en France. Les principales productions pour la consommation nationale, donc maïs blanc, haricots noirs, sorgho, canne à sucre, café. Les principales exportations, c'est de l'avocat, premier exportateur mondial d'avocat, bière, tomate, tequila, et deuxième exportateur mondial de piment, citron et asperges. Je voulais également vous donner des chiffres sur l'importation de produits agricoles par le Mexique, qui peut vous intéresser. Donc, il y a par ordre décroissant, donc le maïs jaune, soja, blé, jambon et morceaux de porc, viande de bœuf, lait et produits laitiers.
Voilà, donc le Mexique est un exportateur net de produits agricoles et agroalimentaires avec plus de 6 milliards en 2018 et qui a un excédent commercial en croissance depuis 2015. Voilà, je laisse la parole à Alexandre Goudier. Merci, Raphaël. Merci à toi, Raphaël. Rebonjour, bonjour à toutes et à tous. Et donc, merci de votre présence aujourd'hui à ce webinaire. Donc, je me présente rapidement. Je suis donc Alexandre Goudier. Je suis le directeur de la société Fralmex et je suis, pour ce qui me concerne, au Mexique depuis une quinzaine d'années. Alors, donc, dans un premier temps, je vais vous donner quelques éléments sur le potentiel et l'attractivité du marché intérieur mexicain, donc de la demande mexicaine. Ensuite, je ferai une présentation de l'environnement retail, donc en vous parlant plus spécifiquement des différentes chaînes d'hypermarchés qui potentiellement peuvent acheter vos produits soit en direct, soit via un importateur. Je ferai ensuite un commentaire sur l'impact qu'a eu le Covid sur le e-commerce. Et puis ensuite, je vous donnerai quelques éléments d'appréciation sur quelques secteurs, quelques niches de marché spécifiques qui sont très tendance en ce moment au Mexique dans le secteur agroalimentaire et quelques conseils et recommandations, notamment sur votre approche commerciale. Alors, pour ce qui concerne donc le marché intérieur mexicain, comme ça a été très bien dit par Karen en introduction, le Mexique a une classe moyenne qui croît depuis plusieurs années. Et donc, c'est un élément déterminant qui booste la consommation et notamment la consommation de produits premium. Donc, ça, c'est un élément important. Le deuxième élément, c'est que le Mexique a une population relativement jeune, donc avec un âge moyen de 29 ans. Donc, ça permet d'avoir, je dirais, une cible de consommateurs beaucoup plus large. Et puis, la taille, bien évidemment, la taille du marché mexicain. Donc, deux chiffres qui me paraissent intéressants pour vous à retenir aujourd'hui. Le Mexique, c'est 2 fois la population de la France et c'est 4 fois la superficie de la France. Ceci étant, la France est en retard en termes d'exportation vers le Mexique par rapport à nos voisins européens. Donc, l'Allemagne est le premier exportateur européen vers le Mexique. L'Allemagne, en valeur, en chiffre 2020, a exporté 5 fois plus que la France. Ensuite, nous avons l'Espagne, l'Italie et en 4e position, la France. Un autre élément qui a été aussi présenté par Raphaël précédemment, le TEMEC, donc l'accord de libre-échange Amérique du Nord entre le Mexique, le Canada et les États-Unis, permet effectivement beaucoup plus d'opportunités de pouvoir opérer et rayonner sur la zone Amérique latine depuis le Mexique. Donc ça s'adresse plutôt aux entrepreneurs qui souhaiteraient éventuellement s'implanter au Mexique avec peut-être une unité de production ou une unité d'assemblage pour pouvoir réexporter, profiter des coûts de main-d'œuvre compétitifs au Mexique. J'ai indiqué ici un chiffre intéressant. Le salaire minimum journalier au Mexique avoisine les 6 €. Donc, le Mexique a des atouts intéressants pour produire en local et réexporter vers les États-Unis, le Canada, dans le cadre du TEMEC, ou alors vers l'Amérique centrale et vers l'Amérique du Sud. En ce qui concerne l'environnement du retail et les perspectives de développement suite à la pandémie, donc, le premier élément important à rappeler, c'est le fait que le Made in France, le Made in Europe, mais particulièrement le Made in France, est très apprécié des Mexicains. Le Mexique et la France, nous avons une histoire commune, une culture commune. Je crois de mémoire que la Chambre de commerce franco-mexicaine a été la toute première chambre qui a ouvert à l'international. Donc, il y a véritablement cette reconnaissance des Mexicains
sur les produits français, ils associent le produit français à la qualité, à l'éthique des industriels. Et donc ça, ce sont des éléments intéressants. Et je le vois moi aujourd'hui au travers des entreprises que je représente, et notamment dans le domaine de la puériculture. Le fait de dire on fabrique en France, ça touche les Mexicains, que ce soit des Mexicains classe populaire comme des Mexicains, je dirais, de classe sociale plus aisée. Tendance croissante de la marque propre. Alors, si vous êtes des industriels qui pouvaient fabriquer ou qui fabriquaient aujourd'hui en Europe pour peut-être, je ne sais pas moi, Carrefour, Leclerc, de la marque propre, donc de la MDD, eh bien, sachez que le Mexique aussi se développe de plus en plus au travers de leur marque propre. Et c'est lié notamment au fait que le e-commerce concurrence beaucoup plus aujourd'hui les retail traditionnels, donc les magasins physiques. Et donc, les grandes chaînes retail doivent rapidement prendre des mesures pour être compétitifs par rapport à Amazon ou par rapport à Mercado Libre, par exemple, qui est un acteur de e-commerce. Et donc, pour être compétitifs par rapport à ces acteurs de e-commerce, ils en passent par le développement de marques propres, de marques distributeurs. Un chiffre intéressant qui concerne, je dirais, le panier moyen que consomme un Mexicain ou que dépense un Mexicain dans le domaine des produits transformés agroalimentaires. $300 par an, c'est à peu près ce que consomme un Mexicain pour les produits transformés. Mode de consommation orienté vers les États-Unis. Donc le Mexique est proche géographiquement des États-Unis et aussi proche dans son comportement de consommation. Je prends un exemple. Il y a beaucoup de shopping malls au Mexique, beaucoup de centres commerciaux, pour des raisons de sécurité aussi. Mais c'est vraiment un mode de consommation qui est calqué sur les États-Unis. Donc on retrouve de grandes chaînes de department stores, de très gros shopping malls au Mexique, comme on peut les observer aux États-Unis. Un chiffre sur les industriels mexicains dans le domaine des produits agroalimentaires. Les produits transformés représentent un peu plus de 23% du PIB industriel mexicain. Donc pour moi, ça, c'est un chiffre intéressant parce que ça veut dire aussi qu'il y a un marché potentiel pour les solutions en industrie. C'est-à-dire que si vous êtes fabricant de machines, de lignes de production, d'ingrédients, comme ça a été dit en introduction, il y a énormément de fabricants aujourd'hui au Mexique qui potentiellement peuvent être vos clients demain, qui ont besoin de technicité dans leur process de fabrication. Et il y a très peu de fabricants locaux au Mexique. Donc il y a une vraie carte à jouer pour les industriels de solutions à l'industrie, français, européens, de manière plus générale. Alors juste, j'avais mis donc plus 5,4% sur le slide antérieur. C'est l'impact du Covid sur les hypermarchés. Les hypermarchés, en fait, ont profité, je dirais, de la crise du Covid au détriment des department stores, puisque les department stores, donc l'équivalent des Galeries Lafayette, HBV, etc., ont été fermés pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et ça a bénéficié, pour le coup, aux hypermarchés qui, eux, sont restés ouverts toute l'année. Alors, cartographie donc, des principaux acteurs hypermarchés. Donc, ça, c'est pour vous permettre de comprendre quelles sont vos cibles principales. Si vous êtes fabricant de cidre, de produits gourmets, de spiritueux, de vin, quelles sont aujourd'hui les chaînes d'hypermarchés qui peuvent potentiellement devenir vos clients demain. On a, dans un premier temps et en première position, en termes de couverture géographique, la chaîne Walmart, évidemment, qui est le leader incontestable des hypermarchés au Mexique, avec 45% de part de marché je parle en termes de couverture géographique. Alors, je ne parle pas en termes de facturation, mais c'est à peu près les mêmes ordres de grandeur. Mais ça m'a paru intéressant de le présenter en termes de puissance de frappe de couverture géographique. Nous avons en deuxième position la chaîne Soriana, qui a effectué un rachat assez récent de ce qui était la troisième chaîne, qui s'appelait Comercial Americana. Donc Soriana a racheté cette troisième chaîne et lui a permis de conforter sa position de challenger et de numéro 2 avec 15% de part de marché. Troisième chaîne d'hypermarché, Chedraui, donc avec 5% de part de marché.
Et en quatrième position, et probablement certains d'entre vous qui ont peut-être déjà approché un petit peu le Mexique, peut-être que cette chaîne-là leur parle, La Comer avec 2%, parce que La Comer, par définition, est la chaîne d'hypermarchés avec un positionnement très premium. Et ils ont notamment, au travers d'une entité qui s'appelle Districomex, qui est leur entité d'importation, ils ont une stratégie très claire, assumée, d'achat en direct de produits du fabricant en Europe vers leur centre de distribution. Donc, une chaîne intéressante pour, dans un premier temps, faire un test sur le marché ou pour pouvoir approcher le marché. Chez Draoui aussi, un format de magasin qui s'appelle Selecto, qui permet d'avoir une différenciation et qui aussi importe des produits gourmets, des produits premium. Donc, ces 4 chaînes représentent à elles plus de 65% de part de marché. Et ensuite, on a des chaînes, ce qu'on appelle au Mexique des chaînes régionales, comme par exemple H-E-B ou Casaley, qui sont des chaînes plutôt implantées sur le nord du Mexique, mais qui ont aussi des possibilités d'importation directe, notamment à Chili. Voilà, on peut passer au slide suivant. En ce qui concerne les enseignes, excuse-moi Alexandre, oui. On parle beaucoup sur d'autres marchés du développement du vegan, du bio, etc. Est-ce que tu peux dire un petit mot sur éventuellement des chaînes qui seraient spécialisées dans le bio, dans le healthy food? Est-ce que c'est une tendance marquée au Mexique, comme c'est le cas dans d'autres pays, ou pas du tout? Alors tout à fait, effectivement, il y a des opportunités dans ces marchés-là. Donc tout ce qui touche, je vais en parler après, tout ce qui touche autour des produits d'alimentation, donc alimentation saine, équilibrée. Il n'y a pas encore de chaîne à proprement dite au Mexique. Hein, il y a des boutiques. Donc vraiment le concept de la boutique dans certains quartiers à Mexico City ou dans des grandes villes comme Monterrey, Guadalajara. Mais il n'y a pas encore de chaîne spécialisée pour des produits bio, pour des produits organiques. Mais on voit clairement une tendance à la hausse, avec par exemple, pour répondre à ta question, dans certaines chaînes d'hypermarchés comme la Comer, des shop-in-shop, des corners et des espaces qui sont dédiés avec des panneaux d'affichage, produits gluten-free, vegan, bio, etc. Donc, il y a une tendance à la hausse, c'est indéniable, mais il n'y a pas encore véritablement de chaîne 100% pure. Le réseau, il n'y a pas de canal dédié. Pas encore. D'accord. S'il y a des questions côté participants, surtout n'hésitez pas à intervenir et puis à nous interrompre sur des points qui pourraient être cruciaux pour vous et sur lesquels on aurait peut-être tendance, nous, à passer de manière un peu plus générale, mais n'hésitez surtout pas, encore une fois, à nous interrompre, à poser vos questions ou à partager vos problématiques. Excuse-moi, Alexandre, vas-y, je te laisse poursuivre. Non, tu as raison, Karine, mais pour prendre, par exemple, si je prends les noms des personnes qui sont présentes aujourd'hui, alors si je prends Romane, que je connais d'ailleurs, Romane pour Éclore, pour le cidre, donc Loïc Raison, ou tout ce qui touche autour des limonades, et notamment les produits sans sucre ajouté, les jus pétillants, etc., il y a du potentiel pour cette société-là au Mexique, c'est évident. Après, la question est de savoir si il faut y aller via un importateur ou en direct en vente à la chaîne. Fanny, je crois, qui est dans le secteur des vins et des spiritueux. Oui, c'est ça. Clairement. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus d'exportateurs de vins qui vendent en direct, et notamment à Walmart. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'intéressant. Et si je prends Charles, pour ce qui concerne tout ce qui tourne autour, évidemment, des produits gourmets, traiteurs, tartinades, crêpes, pancakes, oui, il y a des produits et on voit des produits français sur ce marché. Donc, ces participants-là, au minimum, ont bien fait de se connecter puisqu'il y a du potentiel pour leurs produits au Mexique. Alors, je reprends donc le fil conducteur de la présentation. Donc, impact du Covid sur le e-commerce. Alors, c'est intéressant et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les ventes du e-commerce entre 2019 et 2020 ont progressé de 80%. Donc, c'est assez intéressant à observer. Et les études qui ont été faites, notamment par l'association du e-commerce mexicain,
constate que 54% des Mexicains ont acheté au moins un produit en ligne en 2020 et on prévoit que cette proportion passe à 78% en 2025. Et le chiffre, moi, qui me semble vraiment intéressant sur les e-commerce et qui est un chiffre intéressant à retenir, c'est le chiffre 7. Pourquoi le chiffre 7 ? Parce que le Mexique a économisé ou a gagné, entre guillemets, si on peut dire, grâce au Covid, 7 ans de croissance sur le marché du e-commerce. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et il y a d'ailleurs beaucoup d'industriels aujourd'hui, notamment dans le pet food, on va en reparler après, qui utilisent le canal e-commerce pour commercialiser leurs produits. Un mot rapidement concernant Amazon. Donc, Amazon est arrivé au Mexique assez récemment, hein, depuis 2015, avec une vraie stratégie de tropicalisation, c'est-à-dire qu'ils se sont adaptés à la demande mexicaine. Je donne un exemple concret. Il y a un faible taux de bancarisation des Mexicains, un faible taux d'accès à la carte de crédit. Donc ça, Amazon l'a vu tout de suite et ils ont mis en place un système qui permet aux Mexicains de faire un préachat en ligne et de finir leur acte d'achat au commerce du coin, à l'angle de la rue, avec du cash en liquide. Donc Amazon, aujourd'hui, est indéniablement le leader en termes de vente au Mexique. Deuxième acteur du e-commerce, Walmart. Donc Walmart qui est historiquement au Mexique. Alors Walmart opère plutôt en mode retail. Hein, donc pour rappeler, donc le mode e-commerce, je dirais traditionnel, le marketplace. Donc ça, c'est plutôt Amazon. Amazon a aussi un mode retail. Donc Amazon peut acheter en direct les produits, ce que ne fait pas Walmart. Walmart n'a pas d'approche marketplace. Walmart achète tout simplement les produits, les stocks et les revend. Le troisième acteur dans le monde du e-commerce au Mexique, c'est Mercado Libre, qui est une société, je crois, à l'origine argentine ou colombienne, enfin, en tout cas qui rayonne sur toute la zone Amérique latine et qui est aussi un pure player marketplace. Et on a ensuite les retailers classiques traditionnels, mais plutôt pour les department stores. On peut passer au slide suivant. Alors là, je vais répondre un petit peu à ta question, Karen, et je vais revenir sur les opportunités pour les industriels français sur des niches de marché. Alors, les produits d'alimentation saine et équilibrée, donc on peut donner quelques exemples de produits qu'on retrouve aujourd'hui en magasin, et notamment des produits français, les produits gluten-free, le couscous, la quinoa, les produits véganes, les produits laitiers diététiques, les yaourts grecs, etc., etc. Alors, comment on explique ce phénomène ? Il y a tout simplement une prise de conscience du consommateur mexicain pour avoir une alimentation beaucoup plus saine. Et puis, il y a aussi un facteur à prendre en compte au Mexique, c'est l'obésité. Il y a une obésité extrêmement importante au Mexique, des problèmes de diabète, des problèmes cardiaques, etc. Donc, il y a quand même une prise de conscience aujourd'hui d'un besoin d'accéder à une alimentation beaucoup plus saine. Produits gourmets, produits premium, donc tout ce qui est les conserves, les pâtés, etc. Donc là, il y a clairement du potentiel. Les aliments ethniques, les aliments et les boissons à base de plantes aussi sont des produits intéressants pour le Mexique. Les aliments frais et congelés. Le pet food. C'est vraiment un marché intéressant. C'est un marché qui croît de manière exponentielle au Mexique. Alors, il y a quelques restrictions sur le contenu des aliments, notamment des aliments humides, mais il y a un potentiel important. Et je peux prendre comme exemple une société normande que nous avons accompagnée pour son développement au Mexique, qui s'appelle la Normandise, qui est un leader français dans les aliments humides pour chiens et chats. Et aujourd'hui, ils prennent de plus en plus de parts de marché au Mexique et ils jouent à fond, notamment sur leur packaging, la carte du Made in France. Les bières artisanales, les sodas à faible taux de sucre, le cidre aussi, sont des produits intéressants. Niche de marché pour les ingrédients alimentaires. Raphaël en a parlé un petit peu tout à l'heure. Par exemple, les additifs, les gommes, les conservateurs, les colorants, édulcorants, etc. Je crois que nous avions aussi un participant potentiel spécialisé dans
les pépites de fruits, dans les confitures de fruits, donc concentrées. Donc ça, c'est la Apétunion. Ça, c'est clairement une entreprise qui a du potentiel sur le Mexique. La sécurité alimentaire, et je laisserai le soin à Jérôme de parler de son entreprise et de parler de son cas d'école, puisque Quercia est vraiment un cas d'école sur comment s'implanter et comment avoir du succès au Mexique. Et l'entreprise Quercia est implantée au Mexique avec une société au Mexique. Et c'est vraiment un bel exemple, un success story de comment s'implanter et comment faire du business sur le long terme au Mexique. Les équipements agroalimentaires, alors je crois qu'on n'a pas aujourd'hui de participants qui sont dans ce domaine-là. Non, pas aujourd'hui. Voilà, mais j'en ai parlé tout à l'heure, c'est aussi un secteur extrêmement potentiel. ExpoPac Mexico est aujourd'hui un des principaux salons mondiaux en termes d'influence et en termes d'expositeurs étrangers au niveau mondial. Il y a d'ailleurs un pavillon France qui est organisé par l'association Adepta en France et il y a toujours une dizaine de participants français sur ce salon. Conseil et recommandations. Alors, conseil et recommandations, donc très rapidement, peut-être répondre aux questions, ça sera peut-être un peu plus interactif. Sur l'approche produit, l'importance du packaging écologique, si vous vendez des produits premium ou des produits qui touchent autour du monde bio, organique, etc., le packaging écologique impacte le consommateur mexicain dans son processus d'achat. Il y a aussi un point important, je crois que ça va être mentionné un peu plus tard dans la présentation, des nouvelles normes qui ont été mises en place par le gouvernement mexicain, justement pour réduire ce problème d'obésité, de diabète, etc. Et il y a des nouvelles normes d'étiquetage très strictes, très contraignantes, notamment pour les produits qui ont des taux de graisse et des taux de sucre importants, élevés. Merci Alexandre. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance ? N'hésitez pas à les poser. Bon, je pense que ton exposé, Alexandre, était très, très concis, très clair. Il a bien mis en lumière les différentes opportunités par rapport aux activités de nos entreprises bretonnes. Donc, merci beaucoup. S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au point suivant et rester une diapo, Alexandre. Je crois qu'il reste une ou deux diapos très rapidement. Oui. Alors, je vais passer brièvement. L'approche commerciale. Eh bien, il y a deux possibilités. Il y a y aller en direct, donc essayer d'aller vendre en direct ses produits à des chaînes retail avec certaines contraintes, ou alors passer de manière très classique par un importateur. Moi, j'ai tendance à privilégier l'approche directe parce qu'aujourd'hui, il faut privilégier les circuits courts et notamment du fait de la croissance de l'e-commerce. Donc, si vous y allez en direct, et je vous prends l'exemple d'un Walmart avec qui je travaille moi aujourd'hui au quotidien, ce qui est important pour vous dans votre tête d'entrepreneur, si je peux le dire ainsi, c'est de mobiliser toutes vos équipes internes sur la durée. Vous aurez notamment avec Walmart des audits à réaliser, des audits de qualité, des audits de supply chain. Et tout ça, ça demande une mobilisation très importante de vos équipes internes. La rentabilité croissante dans le temps, si vous voulez rentrer dans un premier temps chez un Walmart ou chez un Soriana, pour pouvoir convaincre un Soriana de vous acheter, de faire un test avec vos produits, il faut accepter une rentabilité faible dans un premier temps. Alors ça peut choquer un peu ce que je dis, mais c'est la réalité. Par contre, on peut tout à fait envisager après de récupérer des points de rentabilité, des points de marge sans aucune difficulté. Mais dans un premier temps, pour mettre un pied dans une chaîne d'hypermarché en vendant en direct FOB, il faut accepter des prix attractifs pour pouvoir faire un test. L'anticipation dans les bons de commande. Aujourd'hui, quand on fait du commerce directement avec les chaînes d'hypermarchés, il faut être derrière les acheteurs en permanence. Il faut relancer les acheteurs, même les acheteurs de chez Walmart qu'on peut penser qu'ils soient très, très, je dirais, structurés. Ou il faut être systématiquement dans l'anticipation. Et avoir un relais local, ça paraît évident et ça me permet de faire une connexion par rapport au service que propose la Chambre de commerce commercial à temps partagé, avoir un relais local, même si vous êtes responsable export
basé en France, avoir un relais local qui connaît les us et coutumes du Mexique et qui est sur place, va vous permettre indéniablement de pouvoir croître de manière beaucoup plus rapide. Donc, l'approche directe, ça permet de maximiser son volume, ça permet de ne pas donner de la marge à un importateur, mais de garder de la marge pour soi-même quand on est industriel français, et aussi de contrôler, évidemment, le marketing et le branding qui, trop souvent, est laissé à la merci d'un importateur qui ne fait pas le travail qu'il doit faire pour mettre en évidence vos marques et vos produits. Et la dernière slide, et je m'arrêterai là, si vous passez tout de même via un importateur, un distributeur, ce qui est nécessaire parfois dans certains secteurs, je prends le cas du pet food, le pet food, extrêmement difficile de vendre en direct. Il faut passer via un importateur qui maîtrise et qui va effectuer toutes les démarches, notamment d'homologation des produits auprès des autorités sanitaires mexicaines. Si vous faites le choix de chercher un importateur, moi je suggère de ne pas partir sur un importateur par opportunité, que vous pourriez rencontrer un peu par hasard sur un salon, mais de faire un vrai screening, une vraie recherche, je dirais qualifiée, de qui peut être votre importateur potentiel. La formation de votre importateur, c'est fondamental pour que cet importateur puisse s'imprégner de votre culture d'entreprise, puisse maîtriser vos produits. Et puis, si vous passez par un importateur, essayez autant que possible d'avoir un contact avec vos utilisateurs, c'est-à-dire avec les chaînes d'hypermarché pour pouvoir aussi contrôler ce qu'on appelle le sell-out, contrôler aussi celui qui, in fine, va acheter auprès de votre importateur votre produit. Et puis, on revient toujours à la même recommandation, avoir un relais en local, même pour suivre votre importateur. Voilà, pour ce qui me concerne, c'est tout. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade-là de la présentation. Il n'y a pas de questions, je n'en vois pas. Eric, notre chargé d'affaires agroalimentaire, nous a rejoint. Eric, je n'hésite pas toi aussi à rebondir sur ce qui est dit. Tu connais très bien les entreprises que tu suis du secteur agro, donc tu peux parler en leur nom peut-être et puis évoquer quelques problématiques que tu rencontres lorsque tu vas les voir en rendez-vous. N'hésite pas à prendre la parole toi aussi. Écoutez, je vous propose de poursuivre. Il n'y a pas de questions. Merci beaucoup, Alexandre, pour ces diapos très pragmatiques et fort utiles. Merci beaucoup. Je vous en prie, à votre service. On revient sur les opportunités pour les produits français. Raphaël, Oui, donc c'est toi qui vas nous parler de ce point. Oui, je vais vous faire un focus sur ce point-là qui est issu d'un rapport réalisé par France Agrimaire à la suite de l'accord commercial, de la modernisation de l'accord commercial entre l'UE et le Mexique. Donc, je voulais vous présenter déjà les exportations françaises vers le Mexique en 2018 avec 43% de vins et spiritueux, 6% de légumes, racines et tubercules, et également 6% pour les produits laitiers et fromagers, préparation alimentaire. Et ensuite, on a les produits amylacés et le reste. Voilà, c'était pour que vous ayez une idée de quels sont les types de produits exportés vers le Mexique depuis la France. Prochaine, voilà. Les échanges commerciaux donc qui sont en constante croissance avec le Mexique dans le secteur agricole, malgré une baisse qui a été vue en 2016-2017, qui est due à la chute des exportations françaises de céréales. Donc, si vous voyez les échanges commerciaux pour les produits agricoles et agroalimentaires entre la France et le Mexique, ne soyez pas étonnés. On a beaucoup de produits qui ont énormément de potentiel, mais cette chute de la balance commerciale est due vraiment à cette chute des exportations françaises de céréales. Voilà, ça c'était un point important à dire. La prochaine, s'il te plaît. Voilà, donc là, il y avait un SWOT
qui peut être intéressant pour vous. Donc sur les forces, donc des groupes français bien implantés, hein, donc comme je vous l'avais signalé, une offre française appréciée et reconnue, hein, qualité et élégance. Les Mexicains, donc il y a vraiment un attrait pour la culture française, la gastronomie française et l'existence d'un marché d'image et de marque. Sur les opportunités, on a un contexte politique donc, très intéressant avec donc, ce marché de libre-échange nord-américain, des produits français qui sont très compétitifs, hein, avec donc, cet accord de modernisation dont je vais vous détailler un petit peu les différents points, des atouts à valoriser, hein, depuis la France sur le terroir, tradition, savoir-faire, et des produits qui méritent d'être mieux connus. Ça, c'est quelque chose qui doit être réalisé dans le temps avec des actions, des salons. Bon, c'est de plus en plus difficile en ce moment, mais c'est des choses qui vont devoir être réalisées dans le temps. Au niveau des faiblesses, donc, on voit une part de marché française qui est relativement faible encore, surtout quand on compare avec celle de l'Italie et de l'Espagne. Donc 0,5% sur les parts de marché au niveau agroalimentaire. Les barrières phytosanitaires, hein, qui subsistent, pas évident donc pas évident à contourner. À contourner, pardon, voilà, c'était le mot. Merci Karen. Des produits encore voilà, pas très connus et réputés chers, et une image, voilà, c'est un peu le revers de la médaille. C'est des produits de qualité, mais qui restent sophistiqués et un peu compliqués à consommer. Sur les menaces, donc il y a un avantage comparatif avec les États-Unis et le Canada du fait que ce sont des pays exemptés de droits de douane, hein, donc vous êtes en compétition directe avec les États-Unis et le Canada. Donc la concurrence de l'Espagne et de l'Italie, hein, comme je vous ai dit, avec des produits de mass market peu cher, puisqu'il y a quand même une politique de prix très agressive sur le Mexique, hein, particulièrement sur le jambon, le fromage, qui sont plus connus que les produits français. Des baisses tarifaires, ça c'est déjà dit, et le système d'étiquetage dont Alexandre nous a parlé, qui est assez compliqué à mettre en œuvre et qui augmente le prix de vos produits. Voilà, donc sur cet accord de modernisation, cet accord commercial, donc c'est un accord qui a été signé en 1997, hein, entre l'UE et le Mexique, et qui, en avril 2018, on a eu un accord politique sur une modernisation de cet accord. Il n'a pas encore été ratifié. Il était censé être ratifié fin 2020. Donc, fin 2020, début 2021. Donc là, on est vraiment… je pense que dans le courant de l'année, il va être ratifié. On a eu des membres du Parlement européen qui étaient là récemment pour discuter de cet accord. Donc actuellement, vous pouvez voir que 20% des produits agroalimentaires entre l'UE et le Mexique sont non libéralisés. Et donc, après l'accord de modernisation, donc 99% des lignes tarifaires agricoles seront libéralisées pour les Européens au bout de 10 ans. Donc, ce n'est pas rien en matière d'opportunités. La prochaine, s'il te plaît, Karen. Voilà, donc les principales avancées du nouvel accord commercial, donc des baisses progressives des tarifaires, hein, sur 10 ans. On a 35% des exportations françaises agricoles et agroalimentaires qui vont être impactées par cette modernisation. Des produits français donc, qui seront de fait plus compétitifs, hein, avec ces baisses tarifaires. Je vous détaillerai un petit peu
plus les produits concernés. Des exportations donc, françaises en cours de négociation hein, sur les pommes, viande de volaille, viande de porc, hein, qui vont bénéficier également de ces baisses tarifaires. Des avancées aussi significatives en matière sanitaire, hein, avec une reconnaissance du principe de régionalisation et du pré-listing, et 73 indications géographiques françaises protégées par l'accord. Donc, ce sont des réelles avancées qui vont permettre aux exportateurs français d'attaquer ce marché. Donc ensuite, le plus intéressant, on va dire, ce sont vraiment les baisses douanières et les opportunités par produit. Donc ici, on a des marchés ouverts aux exportateurs français et libéralisés avec le nouvel accord sur le beurre, fromage, produits laitiers, confitures pâté, biscuits et confiseries, glace et malt. Je ne sais pas s'il y a des personnes donc présentes sur le webinaire sur lesquels ces ingrédients sont concernés, mais n'hésitez pas, je peux éventuellement vous en parler un petit peu plus en détail. Également sur les marchés déjà libéralisés à fort potentiel de croissance. Voilà, les pets, je pense qu'il n'y en avait pas, mais le vin, je crois qu'on avait quelqu'un pour le vin. Oui, Fanny qui est avec nous. Je ne sais pas, Fanny, si vous avez des questions particulières, si vous souhaitez intervenir. J'ai activé votre micro. Ah oui. Bonjour, Fanny. Bonjour, vous m'entendez? Oui, parfaitement bien, Bonjour. oui. Bon. Je n'ai pas vraiment de questions. Moi, je travaille déjà avec un importateur qui est donc installé au Mexique. J'entendais bien l'argument de la difficulté de passer par un importateur versus travailler en direct. Seulement, je suis sur un marché de restauration, bar, épicerie fine, enfin, caviste indépendant. Donc, en fait, ce circuit-là me convient bien. Ça me permet d'avoir plutôt un partenaire sur place. On a une communication simple et transparente. Donc, je vais continuer plutôt de fonctionner avec ce genre de distribution. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai senti un développement. Je travaille avec 10 domaines différents, 10 domaines viticoles, et je les représente à l'export. Et je vois bien qu'il y a un dynamisme qui est là aujourd'hui. Donc on continue, on essaye de développer, gagner des parts de marché et communiquer autant qu'on peut. Donc je valide, c'est vrai que ça se passe plutôt bien. Merci, Fanny. Très bien. On va poursuivre si vous… Ouais. Oui, pardon, il y a aussi le segment des hôtels à ne pas négliger, hein, qui peut être intéressant pour vous, aussi bien au niveau de l'industrie hôtelière, l'industrie du tourisme dans la péninsule, mais aussi dans les grandes villes mexicaines. Ça peut être aussi un marché pour vous très intéressant, au-delà des épiceries et des cavistes, comme vous l'avez mentionné. Je vous propose de poursuivre et puis d'accélérer un petit peu. Il est déjà 17 heures. Pardonnez-moi de vous presser. Il n'y a pas de questions côté participants, donc je vous propose de continuer. On va céder la parole maintenant au cabinet RGRH pour toute la partie réglementaire. Donc, Bonjour à tous. Stéphanie, bonjour. Oui, je vais nous présenter rapidement mon Bien sûr. cabinet RGRH. Nous sommes un cabinet d'avocats d'affaires basé à Mexico et nous assistons essentiellement des entreprises étrangères dans leurs opérations au Mexique, que ce soit d'implantation commerciale ou autre. Là, je suis accompagnée aujourd'hui donc de Rosario Huet, qui est notre associé fiscaliste. Bonjour. Et de Francisco Gomez, qui est notre spécialiste commerce extérieur douane. Bonjour. La présentation qu'on va vous faire rapidement, parce que c'est très technique, c'est peut-être pas forcément le plus simple. Alors avant tout, oui, je vais passer un petit message privé à Fanny et à Romane. Je transmets le bonjour de Philippe.
Voilà, c'était un petit message. Donc, n'hésitez pas à nous interrompre parce qu'on est sur un domaine qui est effectivement un petit peu technique. Alors, on va faire la présentation de Francisco sur les aspects généraux. Pour importer au Mexique, il est indispensable d'avoir une entreprise mexicaine qui importe les produits. Pour faire entrer un produit français au Mexique, il faut un importateur côté mexicain. Donc cet importateur, ça peut être dans la grande distribution, comme l'a mentionné Alexandre directement, Walmart, qui a ses sociétés d'importation, ou ça peut être un partenaire local, comme mentionnait Fanny, qui peut travailler avec un importateur qui va commercialiser ses produits. Cet importateur, cette entreprise, elle doit être déclarée, ça doit être une personne morale de droit mexicain, donc qui doit être inscrite au Mexique sur le registre fédéral des contribuables mexicains, qui doit avoir une adresse fiscale, la signature électronique, inscrite sur la liste des importateurs. Au Mexique, on appelle ça le Padrón de Importadores, qui est un registre général des importateurs, mais il y a également des registres spécialisés, notamment pour l'importation de l'alcool et également des cigarettes. On n'a pas marqué, mais le tabac rentre dans ces catégories-là. Et bien entendu, il faut passer par un agent en douane mexicain. Toutes ces questions-là, vous, quand vous êtes exportateur, ce n'est pas votre problème, ça va être le problème de celui qui va importer. Mais sachez que celui qui va importer doit être légalement constitué et bénéficier de toutes ces inscriptions. On peut voir la suivante. Alors là, on rentre dans des questions un peu plus techniques. C'est réglementé par la loi mexicaine sous certains chapitres. Dans les systèmes des droits de douane, donc le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises au Mexique s'appelle le tarif mexicain. On va passer à la suivante. Et alors, ce qui est important, c'est qu'au moment d'importer un produit, et là, on va avoir le témoignage de Garcia après nous, il faut effectivement, quand le produit va rentrer sur le territoire mexicain, qu'il ait un certificat phytosanitaire auprès de la SADER, donc du ministère de l'Agriculture, pour attester que le produit est conforme. Il va falloir également respecter les normes qu'ont mentionné Raphaël et Alexandre, notamment d'étiquetage. Il y a des nouvelles normes au Mexique et pour l'importation des produits. Il faut savoir qu'un produit peut rester en douane au Mexique jusqu'à 3 mois. Au-delà de 3 mois, le produit est considéré comme abandonné en douane. Voilà. Ça, c'est les différentes, au moment de l'importation définitive, conformément au droit mexicain, tout ce qu'il faut déclarer, payer au moment de l'importation. Donc, il faut payer la TVA, il faut présenter une facture commerciale, le connaissement maritime, le fameux certificat phytosanitaire dont on a parlé. Au départ, ça va être l'Union européenne et à l'arrivée, ça va être la SADER, respecter les normes, avoir le fameux EUR1, pour pouvoir bénéficier des accords de libre-échange conclus avec le Mexique. On va passer à la suivante. Alors, le fameux accord que Raphaël a mentionné, Alexandre également, aujourd'hui, il n'est pas encore en vigueur. Donc, on est toujours sous l'accord non modifié qui a quand même libéralisé un certain nombre de produits originaires de l'Union européenne. À ce jour, alors on a des chiffres un petit peu différents. Nous, on a 80%, enfin, on n'était pas loin. Vous étiez à 76 sur la présentation précédente, qui sont libéralisés et qui bénéficient, grâce à l'accord de libre-échange avec le Mexique, de tarifs douaniers préférentiels. On va passer à la suite. Ah, il y a un petit problème de son, je crois. Alors, l'organisation de l'accord, elle a été signée. Vous m'entendez? Ça coupe un petit peu, allez-y. Oui. Donc, l'accord a été signé le 28 avril. On attend sa ratification d'ici la fin de l'année. Le ministère de l'économie mexicain indique que ça devrait être publié d'ici la fin de l'année. Donc, certains produits qui restaient des produits protégés dans le cadre de l'accord de libre-échange, notamment la volaille, le fromage, le chocolat, les pâtes alimentaires, vont bénéficier d'une décote progressive une fois que l'accord va être publié, va entrer en vigueur. Je ne vais pas insister parce que ça a déjà été mentionné, mais il va y avoir désormais effectivement le respect des appellations d'origine, tant côté mexicain pour bien sûr les produits
produits mexicains qui partiraient vers la France. Mais là, du côté des produits français qui viendront au Mexique, et etc., qui ne respectaient pas les appellations. Donc, désormais, ça ne va plus être possible une fois que le nouvel accord va être en vigueur. Suivante. Le Mexique a un nombre d'accords commerciaux impressionnants. Je pense que c'est un des pays au monde qui a conclu le plus d'accords avec le plus de pays. Donc, il faut vraiment se pencher quand vous allez exporter sur le bénéfice des différents accords selon le projet qui est le vôtre. Vous pouvez importer au Mexique des produits français en vue de les modifier, de les transformer, de les réexporter vers, par exemple, les États-Unis ou le Canada et bénéficier des différents accords existants. Et ça peut être quelque chose de vraiment intéressant. On va passer à la suivante. En plus des accords de libre-échange, le Mexique a en place des programmes douaniers spécifiques. Vous avez peut-être entendu parler des fameuses maquilas au Mexique, qui sont des sociétés qui transforment des produits importés pour les réexporter. Et les importations se font en zéro droit de douane, parce que ce sont des produits qui, au moment de l'importation, vont être transformés pour être réexportés. Que les produits soient ou non originaires d'une zone bénéficiant d'un accord de libre-échange. Donc, c'est important de savoir, de planifier un petit peu lorsque vous voulez rentrer sur le marché mexicain. Est-ce que vous allez utiliser le marché mexicain localement, parce qu'il y a aussi un bénéfice, il y a une possibilité d'importer définitivement une partie des produits et de réexporter une autre partie et de bénéficier de mécanismes qui sont extrêmement favorables. L'importation peut également se faire sous douane, le temps de faire une importation définitive. Donc, il existe de nombreux mécanismes en matière avec des droits de douane favorables et favorables à la réexportation. Il ne faut pas hésiter à le prévoir. Voilà. Alors là, on vous a pris un petit exemple. On a pris la viande de porc. Bon, c'est un petit peu un cliché, peut-être par rapport à la Bretagne. Il y a beaucoup d'autres choses, on le sait, mais ça nous semble être le plus intéressant. Donc, par exemple, là, c'est l'importation par une entreprise mexicaine. Cette entreprise mexicaine qui va importer peut parfaitement être une entreprise mexicaine dont les associés, les actionnaires sont 100% français. Donc, vous pouvez vous importer, donc, comme cette entreprise mexicaine, de la viande de porc fraîche sous un numéro de nomenclature douanière. C'est une formation qui va sortir des saucisses de porc qui vont changer de nomenclature. Ça coupe, Stéphanie, le son. Est-ce que vous pouvez reprendre les États-Unis et le Canada en application de tarifs préférentiels. Donc, ça, c'est comment utiliser le son, on ne vous entend plus, ça coupe. On était en mieux. Non, vous nous entendez? Alors là, ça paraît être revenu, mais si vous pouvez revenir sur l'explication de l'exemple et peut-être, tant pis, couper votre vidéo qui doit manger de la bande passante. Est-ce que vous nous entendez? On vous entend bien, oui, mais sinon, coupez parfait, la vidéo. Nous pas, puisque nous, on est là-haut, tu as vu? Il faut mettre le son. Oui, je mets le son, mais je ne sais pas si c'est ici. Coupez la vidéo, Stéphanie. Okay. Bon, on a récupéré de ce côté-ci. Je suis navrée. Alors là, il y a de l'écho. Là, vous avez votre micro coupé, on ne vous entend plus pour le coup. Oui, mais il y avait un écho terrible. Oui. Qu'on est reconnecté. Je suis désolée pour ces problèmes techniques. Alors, donc, sinon, on était avec notre histoire de petite entreprise qui transforme le porc en... Coupez la vidéo, Stéphanie.
Activez juste votre Voilà, micro et coupez la vidéo parce que ça doit manger trop de bandes passantes. Donc, coupez la vidéo, s'il vous plaît. On va essayer comme ça. C'est pas grave si on ne vous voit pas. D'accord. Parfait. Là, vous m'entendez? Là, ça paraît mieux. Alors, allez-y, reprenez l'exemple Bon. de la société qui importe. Oui, l'exemple, c'était pour vous expliquer, dans le cadre donc, des différents accords, qu'une entreprise mexicaine, alors ça peut être un importateur et c'est lui qui bénéficie va importer, par exemple, la viande de porc, la transformer pour ensuite réexporter vers une zone de libre-échange qui est celle des États-Unis et du Canada sous une autre fraction douanière. On peut passer à la suivante. Oui, dans ce côté, c'est essentiel, ce changement pour la transformation, pour avoir des bénéfices de l'origine traité avec les États-Unis et le Canada dans ces côtés-là. Pour exporter. Donc, c'est un produit originaire qui bénéficie de l'origine France, donc traité avec l'Union européenne. C'est les carcasses de porc frais qui sont importées sous une fraction douanière, transformées localement par une société qui peut parfaitement être une société détenue par la société française, qui, elle, va ensuite réexporter vers une autre zone. Voilà. Donc, ce qu'on veut expliquer, c'est qu'effectivement, on peut bénéficier des différents accords. On passe à la suivante. On passe au cinquième point ensuite. Voilà. Voilà. Là, on va changer de point juridique. La commercialisation des produits d'un point de vue juridique au Mexique. Vous avez plusieurs façons de pouvoir commercialiser vos produits, juridiquement parlant. Soit vous vous implantez, vous constituez une société au Mexique. Je reviens un petit peu à l'exemple commerce extérieur précédent, ça peut présenter des avantages si on bénéficie d'accords ou pour le marché local ou pour réexporter depuis le Mexique sur la zone. Il n'y a pas que les États-Unis et le Canada, hein, il y a d'autres accords de libre-échange que le Mexique a conclus à peu près avec toute l'Amérique latine et même d'autres pays. Donc, de s'implanter, soit en formalisant des contrats de vente avec des partenaires mexicains. On va aller sur la suivante. Constitution de société de droit mexicain. Ce que je vais faire, c'est que j'ai un article qu'on a préparé, je vais vous l'envoyer quand on aura terminé la conférence, Karen, sur les différents types de sociétés, sur la façon, vous ne serez pas perdu au Mexique, hein, il y a les SA, les SARL, on est sur un droit des sociétés qui est très similaire au droit français. Le choix entre l'ouverture d'une succursale ou d'un bureau, qui, ça pour le coup, ce n'est pas une personne morale différente, c'est ce que les Américains appellent le branch, donc c'est vraiment le bras de la société française qui est présent au Mexique via l'ouverture d'une personne morale qui n'est pas différente, c'est la même personne juridique que la société française. On va passer à la suivante. D'accord. Donc, vous m'enverrez un document récapitulatif des différents statuts. J'ai un article complet que je vous passerai, Karen. Super. Vous pourrez Merci beaucoup. diffuser aux personnes qui sont présentes et ça nous fait gagner un petit peu de temps. Parfait. Merci beaucoup. Voilà. Pour la vente internationale de marchandises, il faut savoir que le Mexique a ratifié depuis 1988 la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises, que c'est une option à mettre dans les contrats ou pas, qu'il faut être très vigilant quand vous faites de la vente internationale sur les conditions de paiement. Alors là, je vais dire quelque chose qui n'est pas sympathique vis-à-vis des Mexicains, mais ce n'est pas les champions pour payer. Donc, protégez-vous, préparez-vous, prenez des assurances export, discutez les conditions de paiement. La grande distribution, elle est formidable au Mexique, mais elle est extrêmement difficile. La petite distribution, elle ne sera pas à la surface financière, donc soyez vigilants. Ah, ça recoupe, on vous entend à nouveau difficilement. On a constamment des demandes sur le sujet et ça, il faut le préparer en amont. On ne vous entend plus, Stéphanie, ça recoupe à nouveau. Es que no me oye otra vez.
Est-ce que là, vous m'entendez? Là, oui. Mais ce que vous venez de dire, je pense que personne n'a compris. Ça a vraiment coupé. Oui. Alors, sur la vente internationale, soyez vigilants sur la façon dont vous allez à l'export. D'accord? A ver si Alfonso no se activa el sonido allá porque está como que no. Ça coupe. Essayez de couper votre... Vous m'entendez? Je vais continuer. Ouais, et vous m'arrêtez dès que vous m'entendez plus. Ben là, on ne vous entendez plus en connexion Internet. Donc, mais coupez la vidéo, Stéphanie, coupez votre vidéo. On vous verra plus, mais on vous entendra. Je l'ai coupée. Ouais, mais là-bas aussi, on peut la couper. Ouais. Voilà. Je ne sais pas si ça sera mieux. Bon, sur la vente internationale, je disais, oui, soyez vigilants sur les paiements. Donc, sécurisez vos contrats dès lors que vous allez vendre à l'international au Mexique. Le secteur de la grande distribution est un secteur assez féroce et assurez-vous d'être payé. Il existe en France beaucoup d'outils d'accompagnement export. Utilisez-les. Qui permettent de vous protéger. Dès lors que vous avez un partenaire commercial au Mexique qui est soit très gros, donc qui lui va avoir des politiques de paiement difficiles, ou alors petit qui lui risque de ne pas avoir la surface financière pour vous payer. Il existe, donc mettez dans vos contrats les bons incoterms également. Côté contrat de distribution, alors les contrats commerciaux au Mexique, vous pouvez faire appel à du contrat de distribution ou du contrat d'agence. La différence principale entre les deux, c'est que le distributeur va vous acheter les produits et vous allez pouvoir mettre en place toute une série les contrats commerciaux mexicains sont limités dans vos convient. Vous n'êtes pas tenu de verser des indemnités de fin de contrat. Il y a toutes sortes de... Vous pouvez prévoir de l'exclusivité ou non. Vous pouvez mettre en place dans vos contrats différentes choses. Faites attention, là je vais passer la parole rapidement à Rosario, sur les aspects fiscaux des contrats et de distribution et d'agence. Et Rosario va vous expliquer. Oui, merci. Bonjour. Bonjour, Rosario. Je voudrais parler au début de l'installation d'une entreprise française, d'une entreprise ici au Mexique, une entreprise mexicaine par des partenaires français. Et dans ce cas, on pense à les impôts. Il y a des impôts fédéraux et des impôts locaux. Et au niveau des impôts fédéraux, le plus important, c'est l'impôt sur les revenus des sociétés. Et le taux, c'est 30%. Et en deuxième cas, c'est la TVA au Mexique. Donc, il faut considérer si on va s'implanter ici au Mexique, l'effet de ces impôts, aussi de la taxe spéciale que Stéphanie parlait pour des produits alcoolisés, pour des tabacs, certains produits hypercaloriques. Mais en général, on va dire qu'un des principaux problèmes, on dirait, ça sera de voir des effets des impôts et de l'impôt sur le revenu des sociétés. Mais si on... Ouais. Ce que je veux dire, c'est quand on a prévu que vous puissiez vous implanter, par exemple, pour importer et exporter, la société mexicaine est donc soumise à un impôt sur les sociétés de 30%, à une TVA de 16%, sur pratiquement tous les produits. Et pour les produits alcool, tabac et qui sont classés, par exemple, hypercaloriques, il y a un impôt spécial supplémentaire à l'import. Voilà. Mais si on va parler dans les suivantes diapos, on va parler un peu de ce qui se passe avec les contrats d'agence et les contrats de distribution. On peut passer à la suivante. Voilà, suivante aussi. Oui.
on peut penser qu'avec un contrat d'agence, un contrat de distribution, l'exportateur français ne va pas payer des impôts ici au Mexique. Ça sera l'importateur qui va payer la TVA à l'importation et peut-être en la distribution, il va payer des impôts régulièrement. On parlait d'une entreprise qui va faire l'importation de produits et va vendre ici dans les marchés ou peut-être va exporter ces produits à l'extérieur. Mais on a la convention fiscale entre la France et le Mexique pour éviter les doubles impositions, mais cette convention va être modifiée par la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conversions fiscales. Et la loi mexicaine aussi a changé. Et dans les côtés, si on va voir des contrats de distribution ou des contrats d'agence, il faut faire attention à ne pas constituer un établissement stable. Un établissement stable au Mexique signifie que l'entreprise française a, pour des effets fiscaux, une succursale ici au Mexique. Il doit payer l'impôt sur le revenu des sociétés, c'est-à-dire le 30% pour le bénéfice. Donc, il faut considérer ça et éviter de créer un établissement stable dans le cas qu'on va avoir des contrats de distribution ou des contrats d'agence. Ce qu'il faut faire, c'est avec les contrats d'agence, éviter que l'agent tienne le rôle principal pour conclure des contrats, pour exécuter des contrats, et que cet agent ne soit pas un acteur exclusif pour une entreprise, pour l'entreprise et exportateur. Parce que dans ces cas, on va créer, les autorités mexicaines peuvent déterminer qu'il existe un établissement stable ici au Mexique et il y a plusieurs conséquences de paiement des impôts sur les bénéfices de l'entreprise française. Alors, pour résumer rapidement, il faut être très vigilant, notamment sur les contrats d'agent. Donc, le contrat d'agent, l'agent, il n'achète pas la marchandise, il a une représentation commerciale au nom de la société française. Il faut être vigilant d'un point de vue du droit du travail mexicain. Il y a des risques de requalification salariée et également vigilant du point de vue fiscal, ce que Rosario vient d'expliquer. La création d'un établissement stable, c'est-à-dire que ça, c'est une notion fiscale où les autorités fiscales requalifient l'opération réalisée par l'entreprise française au Mexique via un agent et a des conséquences fiscales qui sont lourdes, c'est-à-dire que l'entreprise française devra payer 30% sur les bénéfices obtenus dans le cadre des contrats qui auront été signés et ne pourra pas obtenir de déduction fiscale de tout ce qu'elle aura mis dans le cadre du développement de cette mission-là. Donc, il faut revoir ces contrats avant de les mettre en place. Il faut les relire d'un point de vue, les faire relire par un fiscaliste et s'assurer que vous n'êtes pas dans ce cadre-là. Il faut que l'agent soit une personne morale. On ne vous recommande absolument pas de travailler avec des agents personnes physiques parce que le risque droit du travail et droit fiscal est trop important. Donc, qu'il soit constitué au Mexique, qu'il paye lui-même ses taxes et qu'il ne signe pas directement les contrats, sinon que ce soit la société française qui va conclure les contrats de vente apportés par l'agent. Merci, merci Stéphanie. On va avancer et puis on va laisser la parole, si vous voulez bien, à Jérôme. Merci beaucoup à tous les trois pour cette partie juridique. Alors, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à dire. On aurait pu rentrer plus dans les détails, mais vous avez eu une première approche là, pragmatique. Et puis, encore une fois, on est à disposition des entreprises bretonnes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers Eric, votre chargé d'affaires, pour lui poser vos questions, lui exposer vos problématiques. Et puis, on s'efforcera de répondre très facilement à ces questions. Jérôme, je vous laisse la parole. On est un petit peu décalé dans le timing. Veuillez nous pardonner. La parole est à vous. Merci, Jérôme. Merci à vous. Je vais faire rapidement pour pas qu'on finisse trop tard. Rapidement, je me présente. Je m'appelle Jérôme Molinier. Je travaille pour le groupe Kersia,
Je suis responsable de la division élevage pour Quercia en Amérique latine et de tout le développement de Quercia en dehors des pays où on a des filiales qui sont matures, comme l'Argentine et le Brésil. Et je ne vis pas au Mexique, mais je vis en Colombie. Bon, par contre, le Mexique, c'est un pays que je connais très, très bien parce que je crois qu'on a bien vu avant, c'est un des principaux pays d'Amérique latine. Rapidement, nous, Quercia, qu'est-ce qu'on fait? On est un des leaders mondiaux en sécurité sanitaire des aliments, en biosécurité. Bon, plus besoin d'expliquer ce que c'est la biosécurité. En 2019, personne ne connaissait, maintenant tout le monde connaît. On est spécialiste en hygiène, nettoyage, désinfection, spécialiste en compléments alimentaires et on est présent de ce qu'on appelle de la ferme de la fourche à la fourchette. Donc on est présent sur les élevages avicoles, porcins, vaches, etc. Secteur agroalimentaire qui est notre force et surtout ce qu'on appelle food service qui est restauration, institutions, hôpitaux, etc. Okay, donc on est présent sur l'ensemble de la chaîne. Si on peut passer la slide suivante. Donc, Quercia, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un groupe qui est né en juin 2018 et qui est le résultat. C'est un groupe qui est français, qui est basé à Dinard. C'est une multinationale, c'est 3000 personnes présentes dans 100 pays dans le monde et on a une trentaine de filiales. Donc, c'est un groupe qui est très, très grand. Et c'est le résultat, en fait, de la sortie d'une entreprise bretonne du groupe roulier qui s'appelle Lippret, qui est sortie pour s'allier avec un fonds d'investissement et qui est rentré dans une stratégie d'acquisition de leaders de marché sur la sécurité sanitaire des aliments et la biosécurité. Donc moi, par exemple, je viens de l'entreprise LC Food Safety, qui est une entreprise française qui avait aussi, on avait une présence au Mexique. Vous avez là sur ce graphique 1, 2, 3, 4 entreprises, 5 entreprises qui ont une présence au Mexique. Donc, un peu le travail qu'on a fait aujourd'hui avec Quercia, c'est de regrouper un peu tout l'historique qu'on avait avec tous ces PME pour former le groupe Quercia ou Quercia de México. Okay, on va passer à la slide suivante. Et justement, pourquoi le Mexique? Pourquoi toutes ces PME se sont intéressées au Mexique? Pour une raison qui est très très simple. Je crois qu'il faut, en sortant de ce webinaire, il faut que vous ayez ça en tête. Le Mexique, c'est un des principaux producteurs d'aliments au monde. Ça l'était avant la pandémie, ça l'est encore plus après la pandémie. Donc, aliments de tout type, du plus basique dans l'élevage des grains jusqu'aux produits terminés. Aussi, pourquoi est-ce que toutes nos PME qui ont formé le groupe Quercia sont présentes au Mexique, ont été présentes? C'est parce que pour la plupart qui avaient des comptes clés sur leur marché, ont été un petit peu forcés ou ont vu une opportunité d'aller au Mexique parce que aussi leurs comptes clés internationaux sont présents au Mexique. On peut parler de Lactalis, Nestlé, etc. Toutes les entreprises sont présentes. Là, on ne voit pas Heineken. Pour nous, c'est un grand compte clé, mais c'est pareil, Heineken, des choses comme ça. Et aussi, pourquoi le Mexique est important? Si vous avez une stratégie de croissance, on va dire, continentale, régionale sur l'Amérique latine, c'est impossible de mettre le Mexique de côté. Comme le Brésil, ce sont les deux principaux marchés, il ne faut pas se leurrer. Le Chili, le Pérou, la Colombie, etc., ce sont des marchés qui sont super bien, qui sont exceptionnels. Mais quand on veut être un grand acteur régional, on doit être présent au Mexique. Donc, nous, tous ces PME avaient commencé un petit peu le travail. Et nous, comme Quercia, parce qu'on a un groupe qui est devenu important, le Mexique est devenu aussi une priorité. Okay, et puis là, vous voyez rapidement, donc c'est 4 fois la France, le Mexique, c'est ce qu'a dit, je crois, Alexandre. Et vous voyez que là, ce sont uniquement des grands comptes clés. Il n'y a pas une concentration du secteur. Alors là, c'est agroalimentaire, mais c'est pareil pour l'élevage. Vous n'avez pas une concentration autour de Mexico. Vous avez dans tout le pays, Monterrey qui est dans le nord, etc. Donc, quand vous rentrez au Mexique, pensez toujours, ce sont plusieurs régions. C'est un pays qui est gigantesque, mais il faut penser que ce n'est pas uniquement Mexico. Pareil pour les produits gourmets. Les consommateurs ne sont pas uniquement à la Ciudad de México, à Mexico City. Ils sont à Monterrey, à Guadalajara, etc. Vous en avez sur l'ensemble du pays à des degrés différents. D'ailleurs, pareil, on peut passer à la suivante, mais un commentaire entre-temps. Le secteur gourmet au Mexique, en Amérique latine, il faut être au Brésil et au Mexique, ce sont évidemment les deux marchés les plus intéressants et le plus gros pouvoir d'achat et demande pour ce type de produit. Donc, notre développement au Mexique, ça a commencé plus ou moins un tout petit peu avant les années 2010. Alors là, sur la présentation, c'est joli, on fait un 1, 2, 3, 4, 5, on n'a pas du tout fait comme ça. On a commencé au 1, on est passé au 3, on est revenu au 2, on a été désespéré, il y a eu l'euphorie. Enfin,
Voilà. Mais on a toujours gardé un objectif qui est le point 5. On n'est toujours pas arrivé à ce point 5, on met ça en cours, c'est de devenir mexicain, de devenir vraiment Quercia Mexique. Okay, donc, on a commencé, je pense que c'est ce que beaucoup font, on a commencé avec des distributeurs, on a trouvé des distributeurs qui ont importé pour nous. C'est simple, tout se passe bien, sauf que quand on commence à parler prix, on essaye de prendre plus de parts de marché, ce n'est pas suffisant. Donc, on a décidé d'ouvrir une filiale. Quand on ouvre du filiale, bon, ça a été très bien expliqué avant, il y a toute une problématique légale qui est très technique, on ne va pas s'attarder dessus. Cette filiale, on l'a utilisée pour importer nos produits et vendre à des distributeurs. Donc, dans ce cas-là, on a dû s'associer avec des gens pour importer, pour distribuer, pour la comptabilité de la filiale, etc. Donc, il y a tout un coût autour de ça. Support technique local, on a commencé à grandir. On a eu besoin d'avoir des gens sur place parce que c'est pas parce que je vis en Colombie, je ne suis pas sur place tous les jours. Donc, c'est important d'avoir des gens localement, et encore plus quand on est un responsable export basé en France, en Europe. Donc, très important. Aujourd'hui, il y a une nouvelle ley de outsourcing qui a changé au Mexique où le portage salarial n'est plus vraiment légal. Enfin, c'est quelque chose qui a évolué. Alexandre Goudier, qui est sur le webinaire, connaît très bien le sujet. Et on commence actuellement sur des projets de production locale pour deux raisons. Pour une question de prix et de volume, puisque nos clients sont très, très grands. Et à un moment, importer, ça commence à devenir compliqué au niveau prix, au niveau gestion. Et aussi production locale, qu'on a très bien vu avant. Le Mexique est un des premiers exportateurs aux États-Unis, mais aussi en Amérique du Sud, principalement Amérique centrale. Donc, on a un projet d'utiliser ce pays qui a un coût de main-d'œuvre peu cher et très bien fait pour exporter, pour attaquer toute la région. Et notre projet moyen terme actuel, c'est devenir mexicain, une indépendance à 100% managériale, commerciale, financière. On est sur des projets de fusion, acquisition, etc., etc. Donc, on est passé sur une évolution en 11 ans qui est assez intéressante et on dirait que tout est simple, mais le Mexique est un vrai sujet chez nous dans l'entreprise. C'est un des pays qui est les plus intéressants pour le groupe au niveau mondial, mais c'est un des pays les plus compliqués administrativement parlant. Okay. Et donc, ça, j'ai déjà répété. La question que peuvent se poser du coup nos participants, qui sont des PME pour la plupart des structures plus petites, c'est est-ce que vous avez réussi parce que vous êtes un gros groupe solide financièrement, en ressources humaines, etc. Est-ce que c'est ça qui vous a fait gagner le marché malgré les écueils, on l'a compris, que vous avez aussi rencontrés, mais est-ce qu'une PME peut aussi y arriver? Alors justement, très, très bonne question. Je pense que c'est sur la slide d'après, c'est sur les erreurs. Justement, d'être passé dans un groupe plus grand, ça nous permet de passer l'étape suivante, de devenir mexicain. Mais on va dire, en tant que PME, on a réussi. On a 4 exemples. On en a un qui n'a pas réussi. On en a 3 qui ont réussi. Et pourquoi on a réussi? Premièrement, parce qu'on a su être très bien accompagnés avec des supports qui nous ont aidés sur toute la partie fiscale, importation, facturation, gestion de filiales, etc. Les partenaires, c'est clé. Et on a des partenaires régionaux, donc ça, c'est clé. Et puis, un suivi de la part de l'entreprise aussi. En fait, on a développé des produits à forte valeur ajoutée plutôt que de se dire on va concurrencer le marché mexicain sur des produits qui sont déjà présents au Mexique où, au final, au niveau coût, on n'y serait jamais arrivé. Donc, en tant que PME, on n'était pas sur un marché de volume. On est rentré comme un spécialiste. On est rentré sur des marchés niches au Mexique. Et vu que c'est un pays qui est très, très grand, on a rapidement obtenu un chiffre d'affaires intéressant avec une PME. Par exemple, une des PME, LCB Food Safety, on arrive jusqu'à un demi-million de chiffre d'affaires et qui en général, pour nous, quand on arrive à ce chiffre d'affaires-là, c'est un grand pays, malgré le fait qu'on n'avait pas une très grosse part de marché. Okay. D'accord. Donc voilà, en fait, c'est là. Ne faites pas nos erreurs parce comme PME, on les a toutes faites et là, comme grand groupe, on est en train de toutes les faire aussi. Faites des contrats avec les partenaires locaux. On a récupéré une entreprise dans le groupe, une PME qui n'avait pas de contrat avec ses partenaires. Et alors nous, dans notre business, nos produits sont homologués, donc il faut obtenir des autorisations de mise sur le marché, etc. On a mis plus de 2 ans pour faire des transferts d'homologation de la part que détenaient des distributeurs pour les transférer à notre filiale. Donc sans contrat, c'est très très compliqué.
vraiment passer du temps là-dessus. C'est ce qui est sans doute le plus important. Deuxième chose qui est très, très important, être entouré de bons consultants. Alors là, je les connais tous, ils sont tous bons, ceux qui sont dans le webinaire, mais bon, il y en a beaucoup sur le marché mexicain. Il faut être très bien entouré parce qu'on a eu, sur une filiale, en 9 ans, on n'avait pas fait une importation bonne. On faisait 4 importations par an. Et à cause d'un peu de notre consultant, sur les 9 dernières années, on n'avait pas fait une importation correcte. Toujours un problème. Donc, et c'était pour un problème d'efficacité du consultant. Donc, choisissez vos bons consultants, prenez le temps. Et quelque chose qui est très important au Mexique, prenez le temps de grandir, d'adapter votre offre. C'est ce qu'on a fait nous, de rentrer sur des marchés niches. N'essayez pas de rentrer sur l'ensemble du marché, mais régionalement et niche. Et c'est un très grand pays. Donc, quand vous négociez, alors on a parlé de Walmart, etc., ou chez nous, dans le secteur agro, ce sont des Lala, Sigma Alimentos. Ce sont des entreprises qui sont gigantesques. Ces entreprises, souvent, qui produisent ce que produit la France. Par exemple, en volaille, le numéro 1, Vachoco, produit 2 fois plus que ce que produit toute la France par an. Donc, on est sur des entreprises qui sont très, très grandes. Donc, peut-être quand on est une PME, nous, c'est ce qu'on a fait. On n'a jamais eu le rêve de rentrer chez ces gens-là. Par chance, on est arrivé chez eux, mais il y a d'autres entreprises sur le marché. Donc, et quand on rentre chez les grandes entreprises, on est sur des appels d'offres, on est sur une offre qui doit être très, très bien préparée. Petite parenthèse, c'est aussi pour ça qu'on avait monté une filiale au Mexique. On a monté une filiale. C'est pour être un peu plus sérieux quand on s'adresse à ces grandes entreprises qui sont assez strictes et assez flexibles, on va dire, sur le paiement des factures, etc., sur le nombre de jours de crédit qu'ils demandent, 180, 250 jours, etc. Et puis bon, alors ça, c'était peut-être après post-Covid, dans le marché mexicain, je crois que c'est assez impressionnant. Le Covid a énormément aidé le Mexique. Ça sera un des premiers marchés food de la planète, sans aucun doute. Aujourd'hui, on a des usines, beaucoup d'usines qui sont montées au Mexique uniquement pour le marché américain, Heineken, Sucarne, etc., qui uniquement exportent aux États-Unis ou au Japon. Donc, il y a en fait, les usines les plus modernes au monde sont au Mexique actuellement. Et c'est un pays en fait, où la qualité du marché, au moins agro, de production augmente énormément, vu que la plupart de nos fournisseurs nous demandent d'être certifiés FDA, donc bio. Alors, USDA Organic, c'est le label bio américain, OMRI, label bio mexicain. Et ça, c'est quelque chose, si vous voulez performer, c'est quelque chose sur lequel vous devez aussi travailler, c'est obtenir ces certifications. Alors, surtout américaines, les européennes, elles sont très bien aussi. Mais souvent, nous, on nous demande une des barrières. Je sais que de nos concurrents, c'est de ne pas avoir les certifications organiques, les certifications FDA qui sont américaines, etc. Merci beaucoup, Jérôme. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions avant que l'on clôture ce webinaire? Bon, si vous n'avez pas de questions tout de suite, encore une fois, on est à votre entière disposition. Eric se tient à votre écoute pour aller plus en détail dans vos perspectives de développement sur le Mexique et puis pour vous aider si vous avez des problématiques ou des questions. Donc, surtout, n'hésitez pas. J'aimerais remercier encore une fois tous nos intervenants et nos 2 intervenantes de cet après-midi. Merci beaucoup d'avoir partagé votre expertise. Merci Jérôme d'avoir partagé votre expérience. Merci beaucoup. Je vous ai remis à toutes et tous les coordonnées d'Eric, bien évidemment, sur cette diapo. Ici, vous avez les coordonnées de nos collègues des chargés d'affaires à l'international en CCI territorial qui peuvent vous aider notamment sur les parties techniques et réglementaires. Les coordonnées de Raphaël, qui est notre partenaire agréé au Mexique. Donc, n'hésitez pas à contacter Raphaël également si vous avez besoin d'aide sur vos projets. Vous allez tomber, en fermant ce webinaire, vous allez tomber sur un petit questionnaire de 10 questions. Ça prend 1 minute de le remplir. Je vous remercie par avance de prendre cette petite minute. C'est vraiment important pour nos intervenants et pour nous d'avoir vos retours, vos appréciations et vos suggestions de thématiques que vous souhaiteriez voir abordées lors de prochains webinaires. Donc, surtout, merci de prendre cette petite minute pour remplir le petit questionnaire qui va vous être soumis automatiquement lorsque vous allez vous déconnecter de ce webinaire. Les prochains rendez-vous jeudi de l'agro.
Le 18 novembre avec la Suisse, le 2 décembre avec le Japon. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ces 2 webinaires, il est encore temps de le faire en allant sur l'agenda de notre site internet. Je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Désolée, on a un petit peu débordé le timing, 12 minutes. On aurait pu faire pire. Merci encore une fois à tout le monde. Prenez bien soin de vous. Bonne fin de journée. À bientôt.